Alors, je vais parler des peuples donc qui sont à la base des légendes des trolls, des gobelins, des lutins, euh, des euh, des races donc qui ont peuplé les îles du Nord, la Scandinavie, la Germanie, etc. Et ce sont des races donc mélanodermes de petite taille. Et donc il y a différents livres, des sources, il y a beaucoup de travaux archéologiques. Donc si vous connaissez pas l'homme de Flores, je vais vous montrer, hein. Mais bon, déjà ça c'est des Aztèques. Et vous voyez que même si ils sont de très petite taille, alors ça se voit pas sur la photo, mais ils étaient exposés dans le cirque Barnum. Le même cirque Barnum qu'il y a aussi en, en 1902, après 1902, a recueilli et bien Paris pour l'exposer aussi dans le cirque Barnum. Donc ce cirque Barnum, il prenait des, des personnes et bien sûr, il romançait toute une histoire autour d'eux pour faire de la publicité, pour que les gens viennent les voir. Donc, par exemple, là, si je vous montre juste cet article-là, c'est une affiche. Une affiche, donc c'est milieu du 19e, hein. On est en 1853, mais à cette époque-là, ça fait déjà bien 20 ans que les photos existent. Donc, il y a des photos. Mais c'est un frère et une sœur hein, qui bon, sont connus sous le nom de Maximo et Bartola. Mais quand tu regardes bien, en fait, la narrative. Alors déjà, extraordinaire exhibition. Comme je vous ai dit, ils ont été un peu trimballés partout. Ils ont tourné avec ce célèbre cirque Barnum. Hein, c'est pas n'importe quoi si vous connaissez pas. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, voilà, les Aztèques, donc the newly discovered tribe of human beings, c'est-à-dire une nouvelle découverte de tribus d'êtres humains. Et donc, the only Aztecs yet introduced to civilized white people. Donc là, à ce moment-là, on te dit que ces Aztèques ont été présentés donc à la société civilisée dite blanche. Hein, comme on sait qu'à cette époque-là, en 1853, blanche justement, ça veut dire civilisé, plutôt wealthy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire très aisé, tu vois, avoir éduqué, etc. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que patronisé par la reine Victoria, la famille royale et toute la cour de Grande-Bretagne. Sur donc le 4, en ce jour du 4 juillet, en plus le 4 juillet, oui, le 4 juillet 1853 à Buckingham Palace. Et les empereurs et les rois et les princes régnants de toute l'Europe, de tous les pays d'Europe, durant ces 18 dernières années. C'est extraordinaire, hein, tu vois, parce que... Et pourquoi je commence le live par ça? Parce que vous verrez que là, je vais lire des articles où je vais montrer que les pygmées existaient en fait en Écosse, en Scandinavie, en France. Donc il y a une grotte qui s'appelle la grotte des Fées. Et on va voir, on va lire un document. C'est incroyable. Bah, alors c'est pour ça que je parle de ça. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi, à quel moment, pourquoi ça tenait à cœur quand même, franchement, d'être patronné. Donc on va dire devenir un peu les parrains hein, de la famille royale voilà, d'Angleterre.
C'est parce que justement, dans les îles britanniques, Irlande, tout ça, vous avez tous ces récits d'anciens d'anciens peuples de petite taille, pygmées, vivant en Europe et de couleur noire. Donc, je vais juste vous montrer quelque chose. Il y a un film. Alors, film pygmée Écosse. Alors, je vais vous montrer l'affiche. Alors, moi, je l'ai vu à l'époque. Hein, je l'ai regardé. Ah, voilà. Man to Man. Alors, c'est ce film-là. Si vous l'avez pas vu, bien, lorsque vous aurez fini de regarder ce live, de comprendre de quoi il en retourne réellement, parce qu'en fait, dans ce film, pour le décoder et le comprendre, vraiment dans sa profondeur, eh bien, ce live va vous permettre ensuite de visionner ce film, de comprendre en fait où ils veulent en venir. C'est-à-dire que les non-dits de ce film, avec les informations que je vais vous apporter, vont vous permettre de comprendre. Ce film s'appelle Man to Man. Donc, c'est un anthropologiste qui part donc d'Angleterre et qui va en récupérer donc deux pygmées. Il les emmène en Écosse. Et là-bas, pour les étudier, alors tu te dis, mais c'est quand même... parce que c'est une histoire vraie, les amis. C'est pas une fiction, c'est basé sur une histoire vraie. Alors, bon, c'est un film, je sais pas, ils ont romancé et tout, mais il est réalisé d'une manière... Donc, t'imagines bien qu'ils peuvent pas te montrer, puis ils montrent ce qu'ils veulent. Mais allez voir ce film après le live, parce que je vais vous montrer des informations qui vont vous permettre de décoder ce film, Man to Man. Donc c'est quand même l'histoire de pygmées qui sont emmenés en Écosse pour être étudiés. Et donc pourquoi ? Mais parce qu'en fait, en réalité, à cette époque-là, j'avais pas réalisé. Parce que dans le film, ils le disent dans le film, mais j'avais pas tous les éléments. C'est-à-dire que dans le film, ils t'expliquent que ouais, qu'en gros, ils étudient ces pygmées-là, parce qu'en fait, en gros, ils habitaient l'Écosse et toutes ces îles britanniques avant et tout ça, que c'est les premiers hommes d'ici. Donc, moi, en fait, mais dans le film, c'est ce qui est dit, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai regardé le film, j'ai pas compris la dimension vraiment de tout ce que ça impliquait, en fait. Mais entre-temps, j'ai pu comprendre. Donc, je vais vous montrer justement ces choses-là que j'ai pu comprendre. Et comme à mon habitude, c'est toujours sourcé. Hein. Je travaille jamais sur tiens, je me suis assis, j'ai médité et j'ai su. C'est pas comme ça que je fonctionne. Yesa et kama nous là, vous savez. Moi là, qu'on s'en a profité d'un petit moment, qu'on est capable de faire un petit live là, et puis on va partager ça. Donc, partagez le live. Tapotez, faites monter, s'il vous plaît, les stats là, et partagez le live. Bel bonsoir, bon, nous, tu vois, grand jour ouvert là, quand il est là, bon, mais yes, I. Mais voilà, donc comme je vous dis, ce livre, il faut aller, ce film, il faut aller le voir. Ça traite des pygmées qui sont pris pour être étudiés, emmenés en Écosse. Et dans ce film, je comprenais pas tout voilà, ce que ça impliquait. Donc, allez le voir après le live, puisque je vais vous montrer déjà rien qu'un document là, maintenant, qui va vous faire comprendre de quoi il en retourne. Et encore, ce n'est qu'un document, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Mais là, regardez, par exemple, ça c'est un document qui vient d'un livre, Footprint of Vanished Races in Cornwall. Donc déjà c'est intéressant parce que ça s'écrit Cornwall. Mais en fait corn, ça veut dire en anglais, ça veut dire maïs, et wall, un mur de maïs. Mais bon, c'est bizarre. Mais déjà, alors, je vais vous montrer ce texte-là. Et on va le traduire, bien sûr. Hein. On va juste lire une page et vous allez voir rien que cette page. Alors, dites-vous, j'en ai plein des pages comme ça de différents ouvrages. Donc,
de façon empirique cumulée, si quelqu'un venait débattre avec moi, je pense que vraiment, il lui en faudrait beaucoup à sortir des cartouches, parce que moi, je suis préparé à pouvoir exposer les sources avec les auteurs, le nom des livres, et en fait, à chaque élément, je vais trouver euh, des exemples multiples pour ne pas me baser que sur un seul truc qui est vaseusement sourcé. Voilà, c'est pas comme ça que je fonctionne. Il faut que quand je puisse parler, vu que je suis toujours en exposition de dissonance cognitive, les gens ont tendance à me réclamer des sources de façon vindicative, comme si je leur devais quelque chose. Mais je vais le faire parce que c'est ma méthodologie de travail. Donc maintenant, je vous montre en français. Alors, le livre, la source. Hein, alors, en français, donc la source c'est Whiteley D. Gatt, 1902, empreinte de race disparue en Cornouailles. Donc, il y a les références là. Volume 15, page 267 à 302. Et nous, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir cette page-là. La page 281, et c'est celle-là qu'on va voir. Bon, déjà, vous voyez que là, on va donc parler des races pygmées d'Europe noire. Voilà. Je vais appuyer ici pour que vous ayez l'audio. Vous me dites si vous entendez bien l'audio. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Allez, on y va. Empreintes de races disparues en Cornouailles. Les races naines des îles philippines et européennes ont été découvertes bien avant celles des îles Andaman, connues aussi comme les Mincopi. En Afrique, Donc c'est juste pour vous demander, est-ce que vous entendiez bien le son ou alors il faudrait plutôt que je le lise avec ma voix? Yes, c'est bien Charles. Merci, t'es réactif au moins. Voilà, je vous montre l'article et je passe le texte en français. Merci. Yes, c'est parti. Alors c'est une page, hein. Empreintes de races disparues en Cornouailles. Les races naines des îles philippines et européennes ont été découvertes bien avant celles des îles Andaman, connues aussi comme les Mincopi. En Afrique, de nouvelles tribus de nains ont été constamment trouvées telles que les Soko par le docteur Krapf et les Obango par Monsieur Chaillu. Puis Schweinfurt, en 1879 découvre les étranges pygmées, les Akas, au cœur de l'Afrique centrale. Depuis lors, de nombreux écrivains tels que Sir H. M. Stanley et Sir Harris Johnston ont décrit les pygmées et les nains des forêts du Congo et du protectorat ougandais. Il est maintenant admis par de nombreux anthropologues qu'un certain nombre de races de nains ont formé les premiers habitants humains de l'Afrique centrale. Monsieur Hergé Halliburton a retracé ces races pygmées au Maroc et en Espagne. Il y a longtemps, Jacob Grimm a conclu à partir des traditions des gnomes, des trolls, d'elfes, courant en Allemagne. Ces races naines habitaient en Europe centrale à l'époque préhistorique, et le professeur Nilsson est arrivé à la même conclusion concernant la Scandinavie. Le docteur Nusch a trouvé les os de pygmées dans un site néolithique près de Schaffhausen qui était plus petit que les nains Andaman. Et les professeurs Sergi, Tilenius et Kuhlmann ont examiné les restes de ces races naines de la période néolithique en Allemagne. L'anthropologue Kuhlmann déclare avoir trouvé les os de pygmées dans la grotte des Fées, dans le département de Seine-et-Marne en France. En ce qui concerne la Suisse, le professeur Wyss suppose que les nains traditionnels des Alpes étaient des pygmées, qui furent les premiers à se réfugier dans les montagnes poussés par leurs voisins de taille plus grande. En Angleterre, nous avons des légendes similaires de fées, lutins et de petites personnes, qui ne sont pas tous expliqués de la même manière par les anthropologues. Le professeur Rebé Taylor soutient que ces histoires ont pris leurs origines dans un race primitive des pygmées. Et vous voyez, ici, il vous cite aussi Monsieur David McRitchie. Je vous ai déjà dit
d'aller consulter ces livres parce que ce sont des mines d'or de sources concernant les mélanodermes des îles britanniques, de Scandinavie, de Germanie, de Saxe, etc. Donc, ces 2 volumes, ils sont indispensables pour ce genre de recherche-là, Ancient and Modern Britain. Donc vraiment, il y a 2 volumes et c'est vraiment très, très, très chargé en sources, etc. Hein, donc ça, c'est à voir. Donc, est-ce que vous venez d'entendre la source donc, que je viens de vous donner, Footprint and Vanished Races in Cornwall. Vous l'avez là, la source. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein, quand on cite au moins un livre, tu vois, et ben quand on sait pas la source, on peut dire au moins j'ai pas trop bien cherché et tout. C'est vrai, je vais essayer de voir et tout d'où ça vient et tout nanani nanana. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait quand on te donne une source? Ben, ce qu'on aime bien regarder dans une source, c'est celui qui a publié la source de voir une biographie. Alors, si ce n'est pas un universitaire, quelqu'un qui est diplômé ou surdiplômé de ci ou de ça, ben de voir son parcours biographique, si c'est quelqu'un qui a été un explorateur, qui a des compétences qui lui permettent d'être légitime dans... rien que le fait d'être déplacé, d'être sur le terrain, d'avoir pris les photos soi-même, c'est à peu près légitime, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai appris à l'université? C'est-à-dire, c'est une méthodologie de recherche. Alors, on nous a appris des trucs très basiques, comme quand on écrit un article. Auteur, l'année de publication, les titres, voilà, de quoi il en retourne, la problématique, etc. Donc, si on ne sait pas faire ces minimums de choses-là, ça va être très dur de parler à quelqu'un qui va te présenter une source et qui ne sait pas d'où elle vient. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Alors, effet. Voilà, alors. J'ai fait un débat avec un bègue qui est traumatisé de l'enfance et qui a le syndrome de Gilles de la Tourette. Et il m'a présenté un document, je lui demande c'est quoi l'auteur, la source. Et donc en fait, merci à ces personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire écoute, voici les sources qui ne sont pas des sources. Et donc regardez cette capture d'écran, je suis allé carrément voir le lien et puis j'ai fait les captures d'écran moi-même sur la source. Donc je vais vous montrer que déjà en premier lieu, les personnes dans le post demandent merci pour ce partage, mais c'est quoi le titre, l'auteur du livre? Et ensuite, il y a d'autres personnes qui demandent c'est quel livre. Pareil, tous les gens font pareil que moi, ils demandent donc tous la source en fait. C'est ça. Donc je vous montre encore quelque chose. Voilà. On a ça. Hein, donc ça, c'est encore une capture d'écran. Donc il y a le compte de la personne. Et même la personne qui a posté, elle tape origine, évolution, alphabet moderne, congolais, et ensuite elle ne donne pas de source ni de voilà. Donc jusqu'à présent, on peut pas déterminer qui est l'auteur. On peut pas donc regarder sa biographie. Et donc c'est comme quand vous lisez un journal. Vous prenez un journal, que ce soit Libération, Le Monde, Parisien et tout. Il faut savoir de quel bord politique ce journal a sa tendance. Vous n'allez pas prendre un journal comme ça et vous rendre compte que en réalité, ces personnes-là ont un point de vue déjà qui est polarisé. Mais c'est pareil, c'est quand vous avez un auteur qui est afrocentriste ou autre, hein, et ben forcément, donc son jugement, il va être altéré. Voilà, donc après, il y en a qui sont plutôt intellectuellement honnêtes. Moi, je considère que, par exemple, le livre de Doumbi Fakoli sur Bilal, c'est un des livres
je trouve le mieux écrit dans le domaine de la description de la domination d'Aksum sur le Yémen et le Hijaz et les tribus chrétiennes et hébraïques d'Arabie qui étaient mélanodermes. Et c'est très très bien sourcé de façon universitaire et tout. Donc je pense que malgré tout, il peut y avoir des gens, tu vois, c'est-à-dire que voilà, je vais vous donner une critique constructive de Doumbi Fakouli. Vous savez que moi, j'adhère pas à l'idéologie kémite. Pourtant, je sais faire une dichotomie entre le travail sérieux d'une personne que j'ai lue, où j'ai regardé sa méthodologie de travail, que je valide, je dis écoutez, ça a été fait dans les règles de l'art, même si je n'adhère pas à votre idéologie, au moins vous avez eu l'honnêteté intellectuelle de procéder méthodologiquement avec un sourçage carré, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, au moins, j'aurai cette critique-là. C'est-à-dire que moi, je suis pas bloqué. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne, elle porte une méthodologie, c'est comme Troutfouli. À partir du moment où on lui va amener une méthodologie, un sourçage bien universitaire, clac, 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 c'est fait carré. C'est pas parce que voilà, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit que, en vrai, je suis pas capable de voir que quand il fait un bon travail sourcé de façon méthodologique, bah, y a rien à dire, quoi. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Moi, à partir du moment où quelqu'un vient, me dit, baisse les yeux, alors que je dis déjà même pas ma caméra ouverte et lui non plus, je me dis, dans quel monde il vit? C'est-à-dire que lui, il croit que même déjà, on est en train de parler dans un débat, il me montre une source, il veut pas me donner, enfin, il me montre un matériau historique, enfin, de travaux historiques, et il veut pas me montrer la source. Donc c'est pour ça que je vous explique comment on travaille. Mais tous ces imbéciles-là n'ont aucune méthodologie. Ils fabriquent leur doctrine sur du vent. Donc voilà. Alors j'avance. Donc ça, c'est le titre de ce document que je viens de vous montrer. Donc bien sûr, vous voyez le nombre de pages. Mais c'est juste la page 281. Donc, il vous est permis d'aller en profondeur pour certains et donc d'approfondir. Regardez comment j'ai fait la traduction. Bon, j'avoue que j'ai quand même une licence 3 en traduction en langue étrangère appliquée, spécialité civilisation arabo-musulmane et ère civilisationnelle Amérique et britannique. Ce qui me donne quand même une certaine légitimité pour parler par rapport à certaines personnes qui n'ont pas eu cet effort de retourner à l'université à un âge adulte, comme moi, à 34 ans, après avoir déjà fait tout un parcours de vie. Donc, je ne suis pas allé à l'université pour me tourner les pouces. Dans ma lettre de motivation pour intégrer le cursus, j'ai dit je viens pour apprendre la méthodologie universitaire de recherche. C'est ce qui m'intéresse. Donc je suis sorti avec ça, avec cette compréhension de comment on fait de la recherche. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs livres qui sont écrits, mais qui sont pas publiés parce que la mise en page et le sourçage de l'index des matières me prend plus de temps que l'écriture. Voilà. Il faut indexer tout ça, c'est comme ça. Je ne vais pas sortir un livre où je marque tout un tas de choses que les gens vont me dire c'est des inepties, alors que s'ils le font, je leur dis écoutez, vous voyez tout ce qu'il y a à la fin du livre, eh bien c'est des indexations de documentation très sérieuses sur les thèmes abordés. Donc une fois que vous aurez critiqué ces sources, vous pourrez revenir sur mon texte et me critiquer, mais je pense que vous ne reviendrez pas après avoir consulté les sources. Donc c'est ma façon de travailler, voilà. Après, bien sûr, je peux partir dans d'autres, je me limite pas aux livres. Vous savez très bien que je suis un homme du terrain, que je suis un homme aussi qui aime, voilà, se référer à des choses qui peuvent faire partie de l'ancestralité, de la symbolique, de certaines connaissances spirituelles, voilà. Mais tout ça, c'est pluridisciplinaire. Moi, maintenant, je vous montre que au tout début, ce qui n'était pas là, donc une espèce donc découverte de humains, donc de pygmées aztèques,
Donc cette légende-là, c'est qu'on te dit que c'est ils ont été, alors ça c'est pour la publicité quand ils étaient au cirque de Marnum, ils ont fait la tournée presque du monde. Ils étaient parrainés par la reine Victoria et au Buckingham Palace, par tous les empereurs et les rois. Hein, c'est ça qui est terrible, qui est marqué là d'Europe. Hein. Donc, moi je me dis comment ça se fait que deux pygmées aztèques soient patronnés par. C'est parce que je vous ai expliqué par rapport à l'article précédent que les études ont déjà montré que justement ces populations de pygmées habitaient déjà les îles britanniques bien avant et que ça a donné toutes ces légendes-là en fait. Non mais quand on regarde donc comment ils ont vendu ça dans le cirque, ils ont dit bon, ils ont été trouvés dans une cité inexplorée de Ixamaya en Amérique centrale en 1849. Ils ne sont pas comme voilà des humains normaux parce qu'ils sont vraiment de toute petite taille quoi. Hein. Mais ils sont pas atteints, ils sont pas disproportionnés. Ils sont assez bien proportionnés. Their hands being like the head of an eagle. Bon. Ils disent voilà que ils ont été trouvés dans une cité maya quoi en gros. Mais ça c'est un peu romancé, c'est ce qu'ils ont voulu vendre. Il y a un truc qui parle de leur histoire. C'est voilà, c'est surtout que le cirque qui les a rachetés les a vendus comme ça pour que les gens viennent. Mais il y a des articles qui sont intéressants. Donc par exemple, la cité perdue d'Ixmaya, on vous dit que il y a un explorateur, voilà, du nom de Stephens, de John Lee Stephens ou John L. Stephens. Donc il y a un ouvrage apparemment, il y a un livre, tout ça. Donc effectivement, quand on regarde quand même ça, les ruines de Tulum, c'est des vraies ruines. Bon, ça c'est quand elles ont été un peu découvertes, on va dire qu'elles étaient un peu plus couvertes par la végétation. Mais voilà, c'est des temples voilà, qui existent, qui sont dans toute la jungle, on va dire, d'Amérique centrale. Donc c'est une personne qui avait visité déjà l'Égypte, Israël, etc. Donc lui, en allant voyager dans l'Amérique centrale, il découvre, voilà... donc une cité perdue, voilà, soi-disant, tout ça. Mais en fait, on ne sait pas comment ça s'est vraiment passé parce que ils disent qu'ils ont une maladie, microcéphalie. Mais quand vous les regardez, vous voyez bien que ils n'ont pas ce qu'on appelle un physique de nanisme. Le nanisme, c'est différent. Par contre, voilà, c'est on va dire, entre guillemets, une race naine, puisque ça se voit pas là, mais ils sont vraiment petits. Donc, par contre, voilà, ce qui est dit dans le récit, c'est très intéressant. Alors là, on nous dit... que les deux individus que l'on offre depuis quelque temps à la curiosité du public parisien, ne sont absolument pas nouveaux pour lui. Déjà en 1855, on les a exposés à l'hippodrome. Ils eurent alors le pouvoir d'exciter l'attention de l'Académie des sciences. Voir encore l'observation de M.H. de Saussure. Alors, c'est pas n'importe qui, ce monsieur de Saussure. C'est le père de la linguistique moderne, dont sa thèse de doctorat a été réalisée sur les langues autochtones d'Amérique.
Et ça, j'en étais très surpris parce que j'étais déjà dans les publications concernant Tamerica. Et quand j'étais en cours de linguistique en amphi et qu'on parlait de Saussure, j'ai fait des recherches, ça m'a interpellé. Donc, voilà, ces deux malheureux et leurs traits les plus frappants non pas à leur origine mexicaine, mais à la microcéphalie qu'ils doivent à leur taille exiguë. Voilà. Donc, portrait aztèque de l'aztèque Caïbé à Paris, d'après une photographie. Alors, deux nains, l'homme et la femme, ont 4 pieds anglais de haut. Donc déjà, quand tu fais 5 pieds, 5 pieds, t'es pas très grand. Ils sont vraiment petits. Ils sont l'un et l'autre bien proportionnés, comme des adultes bien faits, et non nullement cet air enfantin qu'on remarque chez les nains. L'homme a même une barbe assez fournie pour un Américain. Tu vois, leur peau est de couleur bistre foncée. Sur ce petit corps est un petit visage orné d'un grand nez extrêmement saillant, sans être disgracieux. Comprimé vers le haut, il s'épate légèrement en bas. Ce nez monumental est-ce qu'on remarque d'abord dans leur visage. Le front est très fuyant. Le menton existe à peine, car la mâchoire inférieure est très petite par rapport au reste du visage, ainsi qu'ils arrivent presque toujours chez les microcéphales. Les sourcils sont lourds pour employer l'expression en anthropologisme Ostende quand il est décrit les tribus mexicaines. Les yeux sont noirs, très doux et l'expression assez agréable. Alors, à la vue de ces visages, la pensée se rapporte d'abord aux bas-reliefs mexicains, tels que les représentaient les nombreuses photographies qu'on a pu rapporter de ce pays. C'est la même forme de visage, le même nez saillant, mais dilaté. La même expression vague et mélancolique, tel est le type que les voyageurs remarquent encore aujourd'hui chez les Indiens du Mexique. Cette exiguïté du menton, quoique qu'elle résulte surtout de la microcéphalie dont ils sont affectés, se retrouve même jusqu'à certains degrés sur les bas-reliefs des monuments aztèques. Les cheveux de nos deux nains sont extrêmement abondants. Nous verrons que c'est une... parfaitement noire. Et de ce qui est plus singulier, extrêmement crépue. Cette dernière particularité est assez curieuse, car les voyageurs donnent comme un caractère général à toutes les races américaines que leurs cheveux sont lisses, à peine ondulés. Eh bien là, tu vois, on voit que non. On voit que leurs cheveux sont extrêmement crépus et abondants, et même l'homme possède une barbe. Chez un Américain, comme ils le disent. C'est-à-dire pour eux, Américain, c'est carrément l'autochtone. Tout simplement. Alors, si l'on passe les doigts sous cette chevelure, on est surpris de la petitesse extraordinaire de la tête. Elle est à peine grosse comme celle d'un nouveau-né. En étudiant cette tête avec plus de soin, on reconnaît au toucher une crête osseuse longitudinale qui se termine par une petite bosse osseuse. Cette petitesse extrême du crâne caractérise la microcéphalie comme il est dû à l'atrophie du cerveau, blablabli, blablabla. Voilà, l'histoire de ces nains est très peu, l'histoire qu'on prête à ces nains est très peu vraisemblable. Une petite brochure imprimée en Angleterre, sans nom d'auteur et sans nom d'éditeur, prétend qu'ils ont été enlevés en 1849 dans une ville aztèque, alors inconnue aux Européens, et dans laquelle les mœurs de la religion primitive s'étaient conservées à peu près intactes. Cette brochure fait un récit très pittoresque de l'expédition qui aboutit à la découverte de cette cité mystérieuse nommée Iximaya.
dans laquelle nos nains étaient adorés dans un temple magnifique. Je n'ai pas... Voilà. Je dois dire que... Donc... je dois dire que pourtant que l'homme présente un écartement des jambes qui le rend cagneux et qui provient, dit-on, de la position dans laquelle on le forçait à se mettre pendant qu'on l'adorait. Je lui ai demandé de me montrer quelle était cette posture, et aussitôt il se mit par terre, à genoux, et les jambes écartées. Telle est la description de nos deux Aztèques. Il est facile de voir que les principaux traits de ce portrait viennent de la microcéphalie. Bon, voilà, on sait alors... Voilà, donc ça, tous les signes indiqués dans ces quelques lignes, nous les retrouvons chez nos deux nains. Hein, comme on nous dit là, donc on sait à quel point extraordinaire de civilisation étaient arrivés les hommes à qui Fernand Cortés a ravi l'empire de cette vaste contrée. Le fanatisme aveugle des Espagnols, non contents de réduire toute une nation à un esclavage dégradant, a détruit la population des monuments de sa civilisation et brûlé à peu près tous les vestiges de son histoire, qu'on nous permet de retracer. Voilà. Rien ne prouve, dit Alexandre de Humboldt, que l'existence de l'homme soit beaucoup plus récente en Amérique que dans les autres continents. En effet, Edmond Guillemin énumère les localités assez nombreuses depuis la Californie jusqu'à Oaxaca, dans lesquelles on a recueilli des haches et autres instruments en pierre taillée dans des gisements qui renfermaient en même temps des os de mastodontes et d'éléphants. En sorte qu'on ne peut guère douter que dans cette partie du monde, comme dans les autres, l'homme n'ait été contemporain des grands mammifères. Aux populations primitives de l'âge de pierre succèdent des nouvelles races que des émigrations successives amenèrent des régions reculées du nord-ouest, car ces régions, dit Prescott, étaient la ruche populeuse des nations, aussi bien dans le monde occidental que dans l'oriental. Il est difficile d'établir un ordre chronologique entre ces différents envahisseurs. La tâche est d'autant plus ardue que le fanatisme délirant des Espagnols à détruire la plus grande partie des documents historiques que les Mexicains conservaient en manuscrit ou plutôt en eux, car c'était une de leurs manières d'écrire, oui, ce qu'on appelle les quipus, qu'on retrouve d'ailleurs au Pérou. Les princes historiens Ixtlilxochitl, qui a compulsé avec soin tout ce qu'il en restait, nomment les Olmèques comme les plus anciens habitants du Mexique. Après les temps fabuleux, il lit dans leurs histoires qu'ils vinrent du côté de l'Orient dans des canoës. Après eux vinrent les Toltecs vers le 7e siècle de notre ère qui, d'après le même historien, étaient blancs et avaient de la barbe comme les Espagnols. Ces hommes dont l'empire a duré 4 siècles paraissent avoir été les cultivateurs du Mexique. Ils s'adonnent à l'agriculture, à l'industrie, aux beaux-arts. Ils savent employer les métaux. Plusieurs des villes dont on a récemment découvert les ruines sont leur ouvrage. Après 4 siècles, leur population réduite par des disettes, les maladies et les guerres disparues par extinction, soit par dispersion dans les contrées plus méridionales et dans les îles. Ils furent remplacés par les Chichimeques qui eux-mêmes firent place aux Aztèques. À la fin du XIIIe siècle, ceux-ci fondèrent Tenochtitlan au Mexique en 1325. Bon, là, ils donnent des dates. On a le nom de leur roi depuis la fondation du Mexique jusqu'à l'arrivée de Cortés. Quelle est la nation qui, pour se garantir contre les incursions des tribus sauvages, avait élevé de grandes... Voilà. Ça klaxonne, là.
Ou besoin moi là? Ou besoin moi là? Bon, ça y est.